Bah finalement, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour résumer le State of Play qui a eu lieu en ce jeudi. Il y a eu pas mal d'annonces assez intéressantes. On va revenir comme précédemment avec le Nintendo Direct sur chacune d'entre elles. Et on va essayer de voir ce que ça nous dit de chacun des studios et des jeux qui ont été annoncés. Et qui plus est, on sera en diplex avec Philibert. Philibert, bonsoir. Oui, bonsoir Vous êtes Jean-Pierre. en direct de Los Angeles, vous allez assister aux DICE Awards, c'est Oui, bien ça? c'est exact. D'ici quelques instants, nous allons Alors assister je à la voudrais savoir cérémonie. pourquoi on entend du français derrière vous. C'est parce que je suis dans le quartier français de Sunset Drive et donc Vous êtes en du train de me coup... mentir, n'est-ce pas, Philibert? Ah, je ne vous entends plus Jean-Pierre, je passe sous un Bon, tunnel. c'est pas grave. Commençons donc à parler du State of Play qui a eu lieu en ce jeudi 23. Jeudi 23 février, c'est parti. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne se sont pas forcément intéressés à ce State of Play, mais qu'il y a eu quand même de bonnes annonces. On a eu notamment des annonces de jeux en VR, et c'est d'ailleurs par ça que le State of Play a commencé, avec le premier jeu qui a été dévoilé, à savoir Foglands, ou plutôt The Foglands, un jeu qui est développé par Well Told Entertainment LLC, qui est notamment à l'origine de After Party, un jeu qui était sorti de mémoire en 2019, qui était un espèce de mélange entre un jeu d'aventure et un jeu de rythme, puisqu'on y incarnait aussi des groupes de musique qui réalisaient les concerts. Donc ça, c'est le tout premier jeu qui nous a été annoncé. Creepy Jar Essay a pris par la suite le relais avec son Green Hell, qui est un jeu sorti en 2019 sur PC et qui donc sera exporté en VR. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un jeu de survie dans la jungle amazonienne, ce qui est assez stylé d'ailleurs, et apparemment c'est un très bon jeu, donc ma foi, je pense qu'on peut être assez confiant sur la transcription en VR du jeu, qui avait l'air assez sympathique, je dois reconnaître. N-Dreams Ltd était eux de retour avec Synapse, c'est eux qui avaient réalisé le Fract qui était sorti en 2021 je crois, et Synapse a l'air finalement d'être une espèce de concentré de tout ce que faisait Fract. Donc on verra honnêtement comment le jeu se comporte. Mais pareil, il y a de l'expérience. 7 jeux déjà développés depuis la création du studio en 2016. Je crois d'ailleurs que c'est pas leur première expérience VR, donc je pense qu'on peut être confiant également pour ce jeu. Archiact Interactive, qui eux sont de retour avec un nouveau jeu baptisé Journey to Foundation, qui est basé sur l'œuvre d'Isaac Asimov, qui a l'air d'être un espèce de jeu d'infiltration. Pareil, ils sont assez réputés dans le domaine de la VR, même si en consultant la liste des jeux, j'en connais aucun, mais c'est peut-être parce que je suis pas familier avec l'univers de la VR. Par contre, ils ont fait Freediver, qui est un jeu de survie en plongée sous-marine, qui m'a l'air assez intriguant. Donc pour ceux qui ont joué, peut-être que le jeu va vous plaire. En tout cas, Journey to Foundation me paraissait un peu trop classique, je dirais. Il manquait un petit quelque chose que d'autres jeux pourraient avoir et que lui n'avait pas. Mais bon, le jeu n'est pas sorti. La vérité se fera lorsque le jeu sera disponible à la vente. Et le dernier jeu qui a été annoncé en VR, et lui pour le coup je le connais bien puisque ce n'est pas un jeu VR à la base, c'est un jeu sorti en 2021 qui s'appelle Before Your Eyes, qui a été réalisé par Goodbye World Games, c'est d'ailleurs leur premier jeu, et c'est un jeu qui a plutôt eu bonne presse dans mes souvenirs en 2021, on n'a pas trop mal parlé de Before Your Eyes. Compte tenu du contexte du jeu, ça me paraissait plutôt logique honnêtement de le voir débarquer en VR. Et ça fait plaisir aussi de voir des jeux un petit peu différents débarquer en VR, contrairement à toute la présentation qui a été faite, notamment les premiers jeux VR qui étaient tournés vers du jeu d'action, du jeu de tir à la première personne. Là, on a quelque chose de beaucoup plus contemplatif et de beaucoup plus aventuresque. Donc voilà, Before Your Eyes qui a été la dernière annonce qui a été réalisée en VR. La VR mis de côté, on passe à la nouvelle extension de Destiny 2, baptisée Lightfall. J'ai pas grand chose à dire honnêtement sur cette extension, elle est toujours développée par Bungie. Si vous voulez en savoir plus sur Destiny 2, j'ai discuté avec Loïc Rallet alias Epion et vous allez pouvoir retrouver tout ça dans la description si cela vous intéresse. On parle beaucoup d'Halo et on parle beaucoup de Destiny, donc n'hésitez pas si vous êtes fan de la série à découvrir tout ça. On passe à Tchia, le jeu développé par Awaseb, que
que j'attends énormément, qui est le jeu que j'attends le plus, à vrai dire, de cette année. C'est pas Tears of the Kingdom, c'est pas non plus Final Fantasy XVI, c'est bien Tchia. Et je vais être honnête avec vous, hein. Personnellement, moi je considère que Tchia a le potentiel pour devenir Gothic Contender. Parce que le jeu montre beaucoup de belles choses dans la gestion de son monde ouvert et il est dépaysant de fou. Et franchement, moi j'ai envie de m'envoler pour la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est un jeu qui est basé effectivement sur l'île néo-calédonienne. Et on salue les néo-calédoniens et les néo-calédoniennes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Non, franchement, Tchia, je suis très très impatient de voir ça. C'est un jeu que je suis depuis sa première annonce en 2019. J'ai suivi un petit peu toutes les étapes du développement et je vais bientôt pouvoir mettre mes mains dessus puisque le jeu a été annoncé pour ce 21 mars prochain. J'aurai peut-être l'occasion d'en rediscuter sur la chaîne de Tchia. En tout cas, j'espère que ça va s'avérer être un très bon jeu. L'occasion aussi de parler de Kepler Interactive, parce que Kepler Interactive, c'est un éditeur de jeux un peu particulier, puisqu'il a été fondé par 7 studios indépendants, dont Awaseb, les créateurs de Tchia, qui ont soulevé en 2021 plus de 120 millions d'euros pour leur création, et qui s'offrent d'une certaine manière une édition particulièrement, on va dire, ouverte, particulièrement libre dans la création de leurs jeux. C'est eux qui sont à l'origine de Shifu par exemple, qui est l'espèce de beat'em all dans lequel plus vous mourrez, plus vous vieillissez, mais plus vous devenez puissant. C'est eux qui sont également derrière Scorn, le survival horror extrêmement dérangeant qui est sorti en fin d'année dernière. Donc voir cohabiter Scorn et Tchia et toutes ces productions là, parce qu'il y a 7 studios comme j'ai dit qui ont rejoint Kepler Interactive, c'est vraiment quelque chose de particulièrement intriguant et j'espère sincèrement que Kepler continuera justement à nous alimenter de ce genre de jeu. Donc voilà, Tchia, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, pour moi, c'est le jeu que j'attends le plus cette année. On passe désormais à Humanity, qui est développé par les développeurs de Res Infinite et de Tetris Effect, Enhanced pour être précis, qui nous a beaucoup fait rire lorsqu'on l'a vu avec les potes parce que ça nous a fait penser à Lemmings. Donc Lemmings, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de jeu de réflexion dans lequel vous devez faire en sorte que les créatures qui s'appellent les Lemmings ne se suicident pas et arrivent bien à la fin du niveau. C'est inspiré des Lemmings, les vrais, les animaux, qui selon la légende se suicidaient lorsqu'il y avait un danger. En réalité, c'est pas le cas, hein. C'est totalement une légende urbaine. Et Humanity, c'est un jeu qui permet à l'équipe de sortir de sa zone de confort, puisque ils avaient réalisé Res Infinite et Tetris Effect, mais c'est déjà 2 licences qui existaient, donc là c'est une véritable création sans doute. C'est intriguant, c'est assez original, c'est assez épuré. Il y a même un éditeur de niveau, donc ouais, Humanity, c'est cool. J'ai envie d'en voir plus, honnêtement, de ce petit jeu. Il n'avait plus fait parler de lui depuis son annonce en 2020 ou 2021, je sais plus. Goodbye Volcano High sortira donc cette année, en juin 2023 pour être précis. C'est développé par Coop Mod, Coop K-O plus loin OP. C'est à eux qu'on doit notamment Gnog, petit jeu indépendant qui était sorti en 2017. Goodbye Volcano High, c'est un jeu qui est assez intriguant, déjà parce que honnêtement, retrouver ce jeu sur console Sony il y a quelques années auparavant, je pense que ça aurait été très compliqué, en tout cas dans ce même contexte. C'est un jeu qui a l'air d'être un espèce de jeu d'aventure / visual novel qui me rappelle un peu We Are OFK qui est sorti l'année dernière, mais avec des dinosaures. Donc ouais, assez intrigué. Je pense que c'est pas forcément le jeu qui fera le plus parler de lui honnêtement sur PlayStation cette année. Mais assez intrigué de voir Goodbye Volcano High et de voir un petit peu ce que les développeurs ont fait, sachant que les dernières créations de Coop Mod, à savoir Dépanneur Nocturne et puis je regarde mes notes Winding Worlds, n'ont pas spécialement été très, très connus du public. Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Connections, qui serait en réalité, d'après ce que l'on a comme information,
un espèce de... Alors pas forcément un remake, mais en tout cas une mise à jour de Naruto Ultimate Ninja Storm 4, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai oublié un Boruto quelque part. Donc ça sort cette année, c'est développé par Bandai Namco, c'est développé également par CyberConnect 2. Arrêtons-nous un petit peu sur CyberConnect 2 qui sort également cette année, Fuga 2 Melodies of Steel. Le premier était sorti, je crois, il y a 2 ans de cela déjà. Et la série Fuga, c'est une série qui fait partie d'un plus grand ensemble qui s'appelle Little Tail Bronx, dans lequel on retrouve notamment Tales Concerto, mais surtout, si vous êtes familier de la Nintendo DS, un certain Solatorobo Red the Hunter, qui est, pour moi, je trouve, l'un des meilleurs jeux d'aventure de la Nintendo DS, et sans doute le plus beau jeu de la Nintendo DS qui ait existé, selon moi, encore une fois. Donc voilà, Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, ça devrait sortir cette année. On devra à mon avis avoir plus d'informations d'ici quelques temps. Baldur's Gate 3 sort de sa zone de confort, à savoir l'accès anticipé pour sortir pleinement sur PS5 le 31 août prochain. Je pense que ça sortira également sur PC à peu près à la même date. C'est développé par Larian Studios, si mes souvenirs sont bons. Et c'est des mecs qui savent plutôt se débrouiller pour faire des jeux qui ressemblent à Baldur's Gate, puisque c'est eux qui sont à l'origine de Divinity Original Sin et Original Sin 2. Donc je pense qu'on peut être assez confiant sur le fait que Baldur's Gate 3 sera au minimum un très bon jeu. Et puis bon, le jeu est en accès anticipé depuis quasiment 2 ans, voire même plus de 2 ans. Je pense sincèrement qu'on aura quand même un jeu satisfaisant sur la table. Ah, nous recevons un appel en direct de Los Angeles. Ah, Merle Noir. Presque Los Priorité, Angeles. s'il vous plaît. Philibert, on vous écoute. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Du coup, nous avons les résultats de ces DICE Awards. Et c'est donc. Était-il utile que vous nous interrompiez, Philibert ? Jeu de Wayfinder, qui semble être un genre de free-to-play classique, comme beaucoup d'autres se sont cassés la figure avant. Espérons que ce soit pas le cas d'eux. C'est développé par Airship Syndicate Entertainment. C'est des mecs qui ont fait quand même Darksider Genesis. Donc ma foi, ils ont une peut-être petite expérience dans le monde du jeu vidéo. Après, est-ce que le jeu honnêtement trouvera son public ? Je sais pas honnêtement. Déjà que Suicide Squad, on y reviendra dans quelques instants, les gens avaient trouvé ça pas extraordinaire. Je crains que Wayfinder suive un peu la même route. Capcom était également présent lors de ce State of Play en présentant non pas un mais 2 jeux. Je sais pas pourquoi j'ai fait 2 et non 1, enfin bref. Tout d'abord Street Fighter 6 avec 3 nouveaux combattants, je vais pas spécialement m'attarder dessus. Zangief, j'oublie toujours la dernière qui s'appelle Camille, je crois, quelque chose comme ça. Et Lily qui devra être un nouveau personnage de la série. Mais je vais surtout m'attarder sur Resident Evil 4 Remake. Alors non pas sur Resident Evil 4 en lui-même, mais parler de son créateur, de son réalisateur, à savoir un certain Shinji Mikami, qui a décidé de quitter le studio qu'il avait fondé, Tango Gameworks, pour peut-être de nouvelles aventures ou pas, mais en tout cas revenir un petit peu sur la carrière de cet illustre personnage qui a marqué le jeu vidéo de son empreinte déjà depuis 33 ans, mine de rien. Il a commencé à travailler à l'époque sur le level design de Qui veut la peau de Roger Rabbit sur Game Boy. Il est aussi game designer sur le jeu Goof Troop, qui est un jeu sorti sur Super NES. Et par la suite, il a été soit réalisateur, soit producteur. Donc il réalise Resident Evil, il produit Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Le mec qui se dit ok les gars, moi je vais vous montrer comment on fait un survival horror avec de l'action. Donc il réalise Resident Evil 4. Il réalise également God Hand avec Clover Studios. Clover Studios, l'un des plus grands studios de jeux vidéo de tous les temps, avec Hideki Kamiya et Atsushi Inaba notamment. Donc c'est lui qui réalise l'espèce de beat'em all sur PlayStation 2. Puis par la suite, il décide d'aller fonder avec toujours Hideki Kamiya et Atsushi Inaba Platinum Games, qu'il quitte par la suite après avoir réalisé le formidable Vanquish, qui en gros, les gars, c'est bien de faire des TPS où on se cache derrière les murs, mais c'est encore mieux quand on fait des TPS qui vont super vite. Donc je vais faire Vanquish, et Vanquish, c'est un régal, voilà, encore une fois. Et en 2013, je crois,
voyant que le niveau des survival horror est en train dangereusement de se casser la figure, le mec se dit bon les gars, je vais vous montrer comment on réalise un survival horror. Il réalise The Evil Within et c'est une masterclass encore une fois. Voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Shinji Mikami mis à part ça? Non, franchement, Shinji Mikami c'est un mec incroyable. Il a produit The Evil Within 2. Il a produit également Hi-Fi Rush, qui est l'une des grosses surprises de ce début d'année, un jeu totalement différent de ce que Tango Gameworks avait réalisé. Il est aussi à l'origine de Ghostwire Tokyo, qui est peut-être le jeu qui a été, on va dire, le moins impactant de sa carrière, on va dire, post-Resident Evil, premier du nom. Mais quel créateur, vraiment Shinji Mikami, merci beaucoup d'exister dans le monde du jeu vidéo, monsieur Mikami. Non, et puis dernière chose à dire, est-ce qu'il va partir pour un autre studio ou pas? Il voulait réaliser un dernier jeu avant de prendre sa retraite. Est-ce que Hi-Fi Rush était son dernier jeu? On sait pas. Et j'espère sincèrement que Hi-Fi Rush d'une certaine manière n'était pas son dernier jeu et qu'il va quand même réaliser un dernier coup d'archet avec un dernier jeu qui sortira d'ici quelques mois, voire d'ici quelques années. En tout cas, Shinji Mikami, formidable carrière. Et on termine par Suicide Squad Kill the Justice League, ou l'inverse si vous êtes nul en comics. Et c'est un jeu qui a été très froidement accueilli, j'ai envie de dire, par la grande majorité des gens. Et quand on voit qui est le game director derrière, on comprend pourquoi. Parce que c'est pas un gars qui a travaillé chez Rocksteady, je vais revenir sur la carrière de Rocksteady juste après. C'est Axel Rydby, je prononce bien son nom, R-Y-D-B-Y. Et cette personne a réalisé, ou plutôt a travaillé sur Tom Clancy The Division et World in Conflict, et c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Donc c'est son premier travail de réal avec le bagage de connaissances qu'il avait sur Tom Clancy The Division. C'est assez compréhensible maintenant de savoir pourquoi Suicide Squad a décidé d'être le jeu qu'il va sans doute être d'ici quelques mois. Et c'est d'autant plus dommage que Rocksteady, c'est quand même des pionniers du genre de jeu dans les années 2010 quoi. Hein. Alors ils commencent très simplement avec Urban Chaos Riot Response, qui est en gros une simulation de CRS. J'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. Et par la suite, les mecs, ils vont réaliser Batman Arkham Asylum, qui est encore aujourd'hui, je trouve, une masterclass sur plein de points. Ils vont réaliser sa suite Batman Arkham City, que je trouve un peu moins bon sur plein de points, mais ce sont des préférences personnelles. Ils vont délaisser la série Batman Arkham, c'est Origins va être développé par Warner Bros Studios. D'ailleurs, ça se sent quand même. Et puis, ils vont reprendre le flambeau pour développer Batman Arkham Knight, qui sortira en 2015 et qui sera la conclusion un petit peu de cet univers. Et Suicide Squad se déroule visiblement 5 ans après les événements de Batman Arkham Knight, que je vais pas spoiler évidemment pour ceux qui veulent faire justement Batman Arkham Knight. Mais j'ai quand même du mal honnêtement à comprendre ce qu'ils vont essayer de faire avec Suicide Squad. C'est un jeu qui paraît un peu dépassé avec ses interfaces, avec son système de jeu, c'est fluide, ça a l'air sympathique, mais je sais pas. Moi, je suis pas spécialement convaincu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à Marvel Avengers. J'ai pas joué à Marvel Avengers, mais de ce que j'en sais, c'est malheureusement pas un compliment. Donc j'espère que Rocksteady va pas se tirer une balle dans le pied en sortant ce jeu, parce que la série Batman Arkham, ça a quand même posé un jalon extrêmement important dans le domaine du jeu vidéo. Et voir Rocksteady se planter comme ça, je suis malheureusement un petit peu perplexe là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter sur le State of Play. Une vidéo un petit peu plus courte que le Nintendo Direct, bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup moins d'annonces. Je pense pas réaliser d'autres choses de ce type pour le Bandai Namco Direct, puisqu'il y en a un qui est annoncé le 9 mars, si mes souvenirs sont bons.
Là j'en ferai plutôt un thread sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez justement suivre mes aventures vidéoludiques, mais aussi découvrir plein d'autres choses. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.